Merci beaucoup de nous avoir rejoints ce soir. Merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier. Merci à vous. D'être venue de Paris pour vous adresser à la province. Oula. Alors, vous êtes venu pour nous parler d'un sujet aussi compliqué qu'électrisant, transformer la France en gagnant la bataille de la compétitivité et de l'emploi. Vous êtes maintenant connu des Français, votre visage nous est familier. Vous êtes depuis 2009 présidente de l'IFRAP, la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques, qui est un think tank français, libéral, si je ne me trompe pas, et un acteur de plus en plus influent de la sphère politique française. Et vous devenez au fil des ans, je dirais, la coqueluche des médias. Je ne sais plus quel politique disait que vous étiez leur Jiminy Cricket. Je crois que c'était Valérie Pécresse. Oui, c'est Valérie Pécresse. Ouais, c'est ça. Et vous dites de manière assez cash ce que dit, et tout haut, ce que dit la Cour des comptes dans l'indifférence depuis des années. Votre raison d'espérer est une remise en cause du modèle français en mal d'un trop-plein de taxes et d'impôts. Vous êtes une vraie combattante, on le voit sur les plateaux télé, une optimiste, qui porte un regard critique sur les différentes actions des gouvernements successifs. En 2017, au moment des présidentielles, vous soutenez le programme politique de François Fillon, le plus à même, selon vous, de redresser les comptes publics, mais vous pensez aussi que le vent nouveau que fait souffler Emmanuel Macron sur la politique française peut potentiellement faire bouger les lignes. Arrêtez-moi si je me trompe. Je vous laisse parler pour l'instant. Vous avez publié plusieurs ouvrages qui sont en vente à la sortie de la salle, et notamment le dernier, En marche vers l'immobilisme, qui fait l'objet de notre conférence ce soir. Vous abordez un certain nombre de sujets. J'ai trouvé votre livre très intéressant, facile à lire. Vous avez une faculté évidente pour vulgariser des sujets qui sont assez compliqués finalement pour le commun des mortels. Et vous lancez aussi une activité, plein d'activités, et notamment le macronomètre, qui est une évaluation régulière des mesures sur le gouvernement actuel, disponible sur votre site, qui est très bien fait, je dois dire, et qui permet de bien comprendre l'impact des décisions du gouvernement sur notre vie quotidienne. Alors, la dernière de couverture de votre livre dit... j'en suis où? Voilà, tout devait changer, allègement des normes, baisse des dépenses et des impôts, réforme de la fonction publique. 2 ans plus tard, après l'élection d'Emmanuel Macron, l'histoire n'est plus tout à fait la même. Il y a une crise sociale sans précédent, notamment motivée par un certain ras-le-bol fiscal que vous dénonciez avant la crise des Gilets jaunes, en disant qu'il allait arriver vite. La pression fiscale n'a jamais été aussi forte et, à la limite, n'est plus supportable. Alors, permettez-moi une première question, et puis après, je vous laisserai expliquer pourquoi vous avez écrit tous ces livres et ce dernier-là. Sur une question plutôt d'actualité, quel regard portez-vous sur la crise des Gilets jaunes? Et peut-on parler de jacquerie? Alors, bonsoir à tous. Merci de m'avoir attendu. Désolée pour ces quelques minutes de retard. Écoutez, jacquerie, je ne sais pas, je pense que le ras-le-bol fiscal, il est là depuis des années. Il monte, il revient, c'est un peu une sorte de marée. On a eu les bonnets rouges, on a eu maintenant les gilets jaunes. C'est vrai que le niveau de fiscalité en France est le plus élevé de tous les pays. Avant, on avait des excuses, on disait les Danois taxent plus que nous. Mais maintenant, on est passé devant eux. Puis on avait une autre excuse qui était que les Finlandais dépensaient plus que nous. On est passé devant les Finlandais. Donc maintenant, il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus d'autres pays qui seraient plus taxés ou plus dépensiers que nous, et on est tout seul devant à ramer pour payer, que ce soit du côté des ménages ou des entreprises. Et je l'ai expliqué dans mon livre, je ne savais pas que ça s'appellerait les Gilets jaunes. Hein. Mais j'ai écrit ce livre, j'ai clôturé en fin juin, début juillet. Vous voyez, mais c'était presque mathématique, parce que je voyais que chaque fois qu'on baissait d'un côté l'impôt, il montait de l'autre sur un autre impôt. Et qu'en réalité, il n'y avait pas de baisse véritable.
Donc quand on baissait les cotisations sociales, on augmentait la CSG. Quand on baissait la taxe d'habitation, on augmentait les taxes sur les carburants. Et ainsi de suite. Et je comprenais qu'à un moment, il y avait certainement, du côté de Bercy, des tableurs Excel où on disait, bah tiens, là on va baisser là, mais on va augmenter là. Sauf qu'à chaque fois on disait, on va baisser, mais on disait jamais quand on allait augmenter. Et donc le problème, c'est de créer une attente énorme chez nos concitoyens en disant, il va y avoir 6 milliards de pouvoir d'achat supplémentaire, de baisse d'impôts, etc. Et en réalité, que cela ne se concrétise pas au quotidien dans la vie des Français. Donc c'était évident qu'à un moment, ça ne passerait pas. Et par ailleurs, l'idée que parce que la fiscalité est verte, elle serait plus supportable, est tout à fait innocente et naïve. Parce qu'elle est verte, il faudrait qu'on en parle encore plus et qu'on explique combien ça va coûter. Et alors, on nous parle de sauver la planète, mais on ne dit jamais l'addition, c'est 50 milliards. Entre les normes, les obligations nouvelles et la fiscalité nouvelle à terme. Hein. Donc nous, on l'a dénoncé de nombreuses fois en disant on ne peut pas juste parler de ce qui est sympa et cacher ce qui l'est moins. Les 17 milliards d'augmentation de la fiscalité écologique sur l'ensemble du quinquennat, je peux vous dire qu'il n'y a eu aucune communication gouvernementale pour dire voilà, ça va coûter 17 milliards sur le quinquennat. Il y a eu beaucoup de communication sur la taxe d'habitation, sur la baisse des cotisations sociales, etc. etc. Donc on ne peut pas communiquer que sur ce qui fait plaisir et pas sur à un moment ce qui va coûter aux Français. Parce que ça se retourne évidemment en boomerang à un moment ou à un autre. C'est ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Ça s'est passé sur la fiscalité carbone, sur le carburant, vous connaissez. Mais ça aurait pu se passer sur autre chose. Moi, je pensais que ça arriverait sur le prélèvement à la source. Hein. Honnêtement, je pensais que ça arriverait en janvier 2019. C'est arrivé 2 mois plus tôt. Mais voilà, c'est une question de goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ça a été cette goutte d'eau-là, ça aurait pu être une autre. Et maintenant, la question, c'est comment on fait pour arriver à baisser véritablement la pression fiscale de ce pays. Et ce que j'explique dans mon livre, c'est que pourquoi est-ce qu'on est dans un jeu de botto permanent? C'est parce qu'en face, on ne baisse pas la dépense. Alors, vous allez me dire, oui, on dit ça tout le temps. Oui, on dit ça tout le temps, mais tous les autres pays ont réussi à évaluer, à regarder à l'intérieur de la machine comment on pouvait dépenser mieux, moins, avoir une meilleure qualité de service public, etc., etc. Et nous, on est dans un tabou total sur ces sujets. Et la difficulté, puisque c'est une question d'actualité que vous posez, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement se retrouve pris en tenaille, avec d'un côté des revendications qui sont celles des Gilets jaunes, avec la demande de baisse de la fiscalité, et donc, contrairement à ce que disent beaucoup, la demande de baisse de la dépense en face. Hein, donc on essaie toujours de l'occulter. Ces derniers temps, on me disait, quand j'intervenais dans les médias, il ne faut surtout plus parler de baisse de la dépense, c'est plus du tout à la mode. Au contraire, parce qu'il y a un ras-le-bol fiscal, il y a une obligation morale d'intervenir beaucoup plus rapidement sur la question de la dépense. Mais en face, vous avez les gilets rouges. Les gilets rouges, c'est nos syndicalistes que vous connaissez tous, qui n'ont aucune envie qu'on remette en question le niveau d'impôt, le niveau de dépenses publiques. Parce que derrière, c'est aussi toute une organisation que nous connaissons, avec un nombre important d'agents, avec des retraites publiques qui sont plus chères, avec tous ces avantages que nous finançons tous les ans, qui font que nos services publics aussi sont plus chers que dans les autres pays. Et ça, nos syndicats sont là pour protéger tout ce secteur public, parce qu'il représente beaucoup plus le secteur public que le secteur privé. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 fois plus de syndiqués dans le secteur public que dans le secteur privé. Mécaniquement, c'est 1 million d'agents qui sont syndiqués du côté du secteur public, et du côté du privé, c'est 500 000 personnes. Donc vous voyez qu'on a une inversion de l'équilibre dans la représentativité de nos syndicats, qui fait que aujourd'hui, le grand dilemme qui va se poser, c'est est-ce qu'on répond aux attentes des Gilets rouges ou est-ce qu'on répond aux attentes, je ne vais pas dire les Gilets jaunes parce qu'après ça a été un peu dévoyé quand même, mais de ceux qui ressentent un véritable ras-le-bol fiscal et qui attendent une réforme en profondeur et une transformation du modèle. Transformation du modèle,
à laquelle s'était engagé le président de la République et le Premier ministre. Ils ont dit qu'ils allaient faire ni comme la gauche ni comme la droite, qu'ils allaient faire un travail de réorganisation, de repenser tout simplement le modèle social français. Et ça, on n'en a pas vu une ligne pour l'instant. Donc, on est en train de vivre certainement des semaines qui sont très importantes pour l'avenir. J'espère que la pièce va tomber du bon côté. On ne sait pas. En tout cas, moi, le travail que je fais avec la Fondation IFRAP, avec toute mon équipe au quotidien, c'est d'essayer d'endiguer les pires, les plus mauvaises idées. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, c'est un festival d'idées les plus folles les unes que les autres. Parce que le paradoxe total, c'est que comme en France, on est passionné de fiscalité, en fait, chaque fois qu'il y a un ras-le-bol fiscal, finalement, on propose d'augmenter les impôts. C'est quelque chose d'assez étonnant, mais c'est le débouché, je ne sais pas si vous avez vu la une de la presse aujourd'hui, le débouché permanent de tous les débats, sont des mesures fiscales. Et d'ailleurs, tous les ministres qui ont été à Bercy l'expliquent. Chaque fois qu'ils réunissent leurs conseillers pour savoir s'il y a des idées de réforme autour de la table, il y a 99% d'idées pour augmenter la pression fiscale et à peine un petit pourcent d'idées pour baisser la dépense. Donc, pourtant, il y a tellement de choses à faire et tellement simple, finalement. Mais, vous savez, quand on est face à soi, finalement, une majorité qui est très subtile et peut-être trop subtile, c'est vrai que prendre des bonnes résolutions basiques, c'est peut-être pas très satisfaisant, mais finalement, c'est ce qu'ont fait les autres pays et ils s'en sortent pas plus mal, notamment quand vous regardez tout le nord de l'Europe, ils sont au plein emploi, ils ont des balances commerciales excédentaires, ils ont des PIB par habitant qui augmentent plus vite que le nôtre, et donc ils ne sont pas dans une situation où ils se disent c'est terrible, on ne crée plus de richesse. Ils continuent de créer de la richesse. Et ils ont gardé leurs entreprises familiales, ils ont transmis leurs entreprises, etc. etc. Donc là, il y a un moment aussi, il faut qu'on se réveille. Il n'y a aucune raison que la France, qui a tellement de talent, qui a tellement de richesses, qui a tellement de territoires magnifiques. Moi, je passe ma vie à sillonner la France. J'étais il y a 2 jours à Biarritz, je serai à Reims la semaine prochaine, ensuite j'irai à Limoges. Enfin, je suis partout en France pour rencontrer les Français et notamment ceux qui font la création de valeur de ce pays, la création d'emplois, et je peux vous dire qu'il y a des talents partout. Donc, finalement, on gâche nos talents pour des raisons de procrastination par rapport aux réformes. La droite l'a fait, la gauche l'a fait, et le et en même temps, on ne sait pas encore s'ils vont décider de faire quelque chose véritablement ou pas. Mais cette révolte fiscale ou cette révolte des Gilets jaunes que vous aviez anticipée, pas forcément sur ce sujet-là, on ne peut pas s'empêcher de penser que nos élus, et qu'un Emmanuel Macron qui reste quelqu'un de brillant, ne l'ait pas anticipé, et que ce grand débat qui fait suite à ce mouvement des Gilets jaunes ne puisse pas aboutir sur d'autres mesures que des mesures fiscales, et qui ne puisse pas aboutir sur des mesures concrètes pour alléger, soulager le pouvoir d'achat des Français et soulager cette pression fiscale. Alors, si, en fait. Même le meilleur gouvernement peut passer complètement à côté d'évidence. Moi j'ai des débats en permanence avec des personnes de la majorité et qui pour la plupart, ont des très très bons parcours et effectivement sont tout à fait capables d'anticiper les choses. Mais quand vous avez finalement un gouvernement qui arrive au pouvoir et qui écoute énormément Bercy sur la façon de voir les choses et qui finalement se pose évidemment des questions. Quand vous arrivez aux manettes d'un pays comme la France, avec autant de réformes qui n'ont pas été faites pendant 30 ans, vous avez plusieurs solutions. La première solution, la plus évidente, normalement, c'est de prendre immédiatement des décisions sur la question des pensions, sur la question du temps de travail, sur la question des 35 heures, de prendre des décisions très fortes, tout de suite, qui permettent derrière de redonner du souffle et de justement baisser la pression fiscale dans un deuxième temps. Mais quand vous écoutez
C'est ce que je dis dans mon livre. Quand vous écoutez les experts de Bercy qui vous disent « Attendez, nous avons pour l'instant une croissance qui va peut-être dépasser les 2%, et ça fait des années qu'on n'a pas été à 2% de croissance. Et si vous commencez à baisser la dépense, vous risquez de casser le retour de la croissance. Ça va avoir un impact récessif sur le pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sait pas si ça va pas finalement détruire de l'emploi, etc., etc. Donc ils vous font peur, ils vous disent surtout allez-y très très mollo, très doucement. C'est ce que j'explique dans le livre, hein. Ils le disent très bien. Hein. Tous les experts de Bercy avec qui on discute sur ces sujets, surtout nous conseillons à tous les gouvernements de faire le moins de baisse de dépenses possible. Hein? Non mais c'est ça la réalité. Hein? Et le problème, enfin moi j'ai débattu comme ça avec des chefs économistes du Trésor, et ils le disent très ouvertement, parce qu'ils sont sincèrement très inquiets si jamais on baisse la dépense. Et ils pensent que la France est tellement, finalement, ce qu'avait dit le Premier ministre quand il est arrivé à Matignon, hein, qu'on était drogué à la dépense publique. Et donc, là, ils ont une véritable crainte qui n'est pas feinte. Ils pensent que les entreprises ne pourront jamais prendre le relais de derrière, de la création d'emplois, etc., etc. Donc, ils ont déjà baissé les bras par rapport aux forces vives du pays et par rapport à la confiance qu'on peut avoir dans les forces vives de ce pays et dans leur capacité à saisir toutes les opportunités de développer leurs entreprises, leur patrimoine, de créer des nouveaux emplois dès que c'est possible, dès qu'il y a une capacité avec une confiance qui revient, etc. Donc, à partir du moment où vous ratez le coche des premières semaines, ensuite, vous êtes prisonnier. Parce que vous n'avez pas de marge de manœuvre. Les finances de la France sont dans un tel état que la marge de manœuvre n'existe pas. Quand on va, nous, à la Fondation IFRAP, on est auditionné par l'Inspection Générale des Finances sur la question des taxes sur la production qui pèsent sur nos entreprises, hein, c'est plus de 70 milliards d'euros par an. Hein. L'impôt sur les sociétés, c'est 30 milliards d'euros par an. Donc, vous voyez, c'est plus de 2 fois plus que l'ensemble des taxes sur la production, c'est plus de 2 fois plus que l'impôt sur les sociétés. Personne n'en parle. Hein. Pourtant, quand vous regardez deux entreprises identiques entre la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, celle qui est en France avec le même chiffre d'affaires, elle va payer quasiment 1 million d'euros de taxes sur la production. En Allemagne et en Grande-Bretagne, elle va payer 50 000 euros. C'est l'ancienne taxe professionnelle. La CVAE, l'IFER, la CET, la taxe transport, toutes ces taxes qui sont une cascade fiscale qui tombe sur celui qui va monter une nouvelle entreprise avant même qu'il ait réalisé 1 euro de chiffre d'affaires, et on ne parle même pas du bénéfice, quoi. Hein. Donc on est vraiment dans une situation qui fait que il y a vraiment en permanence une fiscalité gigantesque qui tombe sur les ménages certes, mais aussi sur les entreprises. Et quand nous on leur dit il faudrait baisser au moins de 15 milliards, je ne parle pas de plus, hein, mais 15 milliards cette pression sur les entreprises, ils répondent mais écoutez, il n'y a aucune marge de manœuvre pour le faire. Et tant qu'on n'aura pas repoussé l'âge de départ à la retraite, on ne pourra absolument pas faire ce genre de choses. Tout est lié, si vous voulez. On ne peut pas dire on va baisser de 15 ou 20 milliards les impôts sur les entreprises si de l'autre côté, on n'arrive pas à baisser la dépense de 15 ou 20 milliards d'euros. Il n'y a pas 36 000 solutions pour le faire. Donc quand vous dites Emmanuel Macron aurait dû voir ça et anticiper ça, non, parce que, je pense que quand vous n'avez pas été directement... il n'était pas ministre des Finances, hein, il était à l'économie quand il était à Bercy. C'est pas pareil. Hein. Donc, il n'a pas lui-même suivi les questions fiscales en direct. Quand il arrive au pouvoir, il y a déjà la COP21 qui est passée par là. Il y a déjà des engagements d'augmenter la fiscalité carbone de manière très importante. Donc, ils n'ont qu'à chausser finalement les chaussures du précédent gouvernement en disant, vous voyez, enfin, il n'y a aucun problème. Les propositions qu'on a faites de baisse de la taxe d'habitation, ça passe tout seul, parce qu'il y a déjà une augmentation de la taxe carbone qui est prévue. Et ça, tout le monde est d'accord avec ça. Ils pensent que c'est entériné. Ils ne mesurent pas, en fait, l'impact. Ils ne se rendent pas compte que tout ce qu'ils ont prévu sur l'ensemble du quinquennat en termes de baisse d'impôts, si vous mettez tout bout à bout, et si vous bouclez par rapport à 2016, vous regardez quand Emmanuel Macron dit « je baisserai de 1 point la fiscalité sur l'ensemble des prélèvements obligatoires », vous regardez 2016 et vous regardez ensuite 2022, entre le moment où il fait la promesse
et la fin du quinquennat en termes de taux de prélèvement obligatoire, eh bien vous retombez sur le même taux. C'est-à-dire qu'en fait, 2016, on est à un taux, 2017, ça augmente, ensuite, hop, ça baisse un petit peu sur l'ensemble du quinquennat jusqu'en 2022, et en 2022, on a retrouvé le niveau de 2016. Donc on tourne en rond. C'est pareil sur la dépense publique. Ils prévoient de baisser la dépense, mais comment ils le font? Grâce à la croissance. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne baissent pas la dépense, ils augmentent de 110 milliards d'euros en valeur sur l'ensemble du quinquennat, c'est plus que François Hollande. C'est très intéressant. C'est-à-dire que sur le début du quinquennat, les 2 premières années du quinquennat, aujourd'hui, à date, ce gouvernement-là a plus augmenté la dépense que ne l'a fait le gouvernement de François Hollande sur la même période. C'est très intéressant. Et sur l'ensemble de la période, là où François Hollande a augmenté de 102 milliards d'euros, ce gouvernement a finalement prévu, c'est inscrit dans les chiffres, dans la trajectoire budgétaire, d'augmenter de 110 milliards d'euros. Donc on est un peu supérieur. Mais c'est en valeur. Alors vous allez me dire, oui, mais ça ne prend pas en compte l'inflation, la croissance, blablabla. Ok, bon, si on refait tout le match, et que au lieu de prévoir 1,7 de croissance jusqu'à la fin du quinquennat, vous savez qu'on n'aura pas 1,7 de croissance cette année. Vous avez suivi comme moi la presse, les médias, etc. L'OCDE, on attend maintenant les prévisions de la Commission européenne. On sait qu'on sera plutôt à 1,3. Mais quand vous faites et peut-être même pas, dit monsieur, je suis assez d'accord. On aura déjà du mal à être à 1,3. Vous refaites la trajectoire en mettant 1,3 ou 1,4 de croissance, vous n'êtes pas à 52% de dépenses publiques par rapport au PIB en 2022. Vous êtes toujours à 56 ou 57, voire pire. Donc, le problème, c'est que on ne peut pas juste faire de la politique autrement, c'est pas juste refaire les mêmes erreurs que celles des gouvernements précédents. Et c'est un risque majeur, en fait, de se dire qu'on est différent juste pour des raisons d'âge ou des raisons d'arrivée d'horizons différents, etc., etc. Parce qu'en face, dans les administrations, ils sont très rodés, très très rodés à gérer le pays. Ils ont l'habitude de gérer le pays. Ils ont l'habitude de le faire de manière assez indépendante. Hein. C'est finalement Bercy a une permanence dans la gestion et une capacité à faire passer ses objectifs avant ceux du gouvernement qui est quand même très très forte, très profonde. Et quand on a dit ça, on a quand même dit déjà beaucoup de choses sur le système français, parce que vous avez vu sur le prélèvement à la source, à un moment ils ont hésité, mais la machine de Bercy, elle était déjà lancée. Et ceux qui étaient consultés sur la question au moment où il y avait un doute au niveau gouvernemental répondaient depuis Bercy, mais non, il n'y a aucun doute, ça se fera. Hein. Alors qu'on sait que le prélèvement à la source, c'est une source de plus de complexité, que potentiellement c'est une source aussi d'aggravation du poids de l'impôt sur le revenu. Alors aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de le prouver véritablement, hein. Pourtant je peux vous dire qu'on cherche, qu'on travaille sur ce sujet avec mon équipe et que voilà. Mais on est à 76 milliards de recettes prévues en 2019 sur l'impôt sur le revenu, avec le prélèvement à la source. L'an dernier, donc 2018, c'était 73, donc ça fait quand même 3 milliards de plus. 3 milliards de plus, dont je subodore que peut-être ce sera un peu plus, parce que je ne suis pas sûre qu'ils aient évalué la taxation des revenus exceptionnels de 2018 qui va être payée en 2019. Alors, certains disent, mais oui, mais peut-être qu'ils n'appliqueront pas ça, etc., etc. On va voir. Hein. Et quand j'essaie d'avoir de la part de Bercy une évaluation de l'ensemble des revenus exceptionnels 2018 qui vont être taxés parce que vous avez gagné plus si vous êtes indépendant que ce que vous gagnez sur les 3 dernières années en moyenne, etc., etc., j'ai aucune réponse. Hein. Il n'y a aucune littérature sur ce sujet dans les documents budgétaires, etc. C'est quand même étonnant. Donc, on a, là encore, des questions. Vous avez cité le pouvoir d'achat. Bon, moi, j'ai pas trop parlé de pouvoir d'achat. Je préfère parler de fiscalité, parce que finalement, pourquoi on parle de pouvoir d'achat? C'est parce qu'on a un problème de fiscalité. Bon, donc, faut pas tout confondre.
on travaille pour avoir de quoi vivre et finalement on a des problèmes de pouvoir d'achat parce qu'on est trop taxé. Et c'est pas l'État qui va vous donner du pouvoir d'achat, c'est juste qu'il va vous enlever un peu moins de ce que vous avez légitimement gagné. Mais bon, là aussi il y a des questions. Nous on regarde l'addition de pouvoir d'achat supplémentaire laissée par le gouvernement par rapport à ce qu'ils avaient prévu d'encaisser. Mais par exemple, quand on compte qu'il y aura 11,8 milliards de pouvoir d'achat supplémentaire en 2019 grâce aux mesures Gilets jaunes, mais quand on compte qu'il y aura 3 milliards de plus parce qu'on ne va pas vous taxer sur les carburants comme on avait prévu de vous taxer, je ne vois pas en quoi vous avez 3 milliards en plus. C'est pas du pouvoir d'achat supplémentaire. Ou alors j'ai rien compris. Enfin, en tout cas, c'est pas supplémentaire par rapport à l'année d'avant. Et en réalité, c'est juste une annulation d'une hausse de la pression fiscale. Mais sinon, on peut faire des calculs extraordinaires. Hein. Je veux dire, je vais vous taxer 200 et puis je vais vous les rendre. Ah bah, ça vous fait 200 de plus. Et alors là-dessus, il y a des vraies questions parce que quand on dit ça va être 1,3 de croissance, tout a été calculé comme s'il y avait vraiment 11 milliards de pouvoir d'achat supplémentaires, alors que moi, déjà, il y en a 7 milliards sur les 11 dont je questionne la véritable existence. Alors évidemment, c'est explosif de dire ça, parce qu'il y a des calculs très très savants sur, en 2018, combien d'augmentation de la CSG par rapport aux diminutions de cotisations. Bon. En 2018, les ménages sont perdants. Vous allez me dire, ça on avait compris. 4 milliards de plus entre la hausse de la CSG et la baisse des cotises. Là, on parle du macro, hein, on ne parle pas du cas de chaque personne. Mais quand même, au niveau macroéconomique, vous voyez bien qu'il y a une aggravation de la pression fiscale en la matière. En 2019, on vous dit, c'est génial, vous allez gagner 4 milliards 1. Je dis, mais attends, je ne comprends pas, puisqu'on a augmenté d'autant la CSG que ce qu'on a baissé en cotisation sociale. C'est autour de 23 milliards. Bon. Alors on dit, ben non, c'est pas ça, on n'a pas calculé comme ça. On a calculé les cotisations 2019, moins les cotisations 2018, et on voit que ça a baissé. Bah oui, forcément, la baisse, elle s'est faite en 2 temps, en 2018. Donc, mais là, il y a aussi un pouvoir d'achat de 4 milliards d'euros supplémentaires qui, en réalité, n'existe pas. Ou alors, en tout cas, si on l'origine à 2017, ça n'existe pas. Et si on l'origine par rapport à 2018, bon, c'est un peu étonnant de faire ce calcul-là. Et si on regarde l'augmentation de la CSG entre 2017 et 2019, c'est gigantesque en termes de recettes. On était à 90 milliards de recettes de CSG en 2017. Et je pense que vous le savez, là, on va passer dans les 119 milliards de recettes en 2019. Voilà, un peu moins peut-être parce qu'ils ont un peu rétro-pédalé sur la CSG des retraités, comme vous le savez. Mais enfin, ça ne fait pas non plus un écart gigantesque. Ça veut dire que, grosso modo, la CSG a augmenté d'une trentaine de milliards d'euros en 2 ans. Quand les cotisations sociales ont baissé de 23 milliards. Mais ça, personne n'en parle. Alors, j'essaie de comprendre d'où vient l'augmentation de la CSG véritablement. Est-ce que c'est juste le 1,7 d'augmentation? Ou alors, est-ce que... et ça, comment on peut faire le calcul? Alors, je suis en train de réfléchir pour voir comment on pourrait faire pour véritablement comprendre d'où viennent les recettes supplémentaires et finalement retracer un peu tout ça. Parce que c'est... Taxe la CSG, en plus. Oui. Sur le non déductible, vous voulez dire. Voilà. Oui, mais ça c'est génial, c'est un truc qu'on a inventé, ça. Payer de l'impôt sur l'impôt. Non, mais ça c'est le kiff de tous les ministères des Finances. Hein. Enfin, il n'y a pas mieux. Enfin, je dirais. Mais vous savez, enfin, moi je vois beaucoup d'expatriés aussi. Les expatriés qui ont du foncier en France, maintenant ils sont taxés à la CSG sur ces... et au prélèvement forfaitaire unique, ça leur fait des prélèvements à plus de 40% au total. Et en fait, ils ont droit à rien en face. Voilà, c'est assez étonnant. Il n'y a pas de couverture sociale qui va avec. Donc ils peuvent payer des milliers d'euros sur leur revenu foncier en France
alors qu'ils sont résidents fiscaux dans d'autres pays, hein, pas forcément pour des raisons fiscales d'ailleurs, hein, parfois simplement parce qu'ils ont un job à l'étranger, et ils se retrouvent avec finalement cette CSG qui est un peu ambivalente, parce que c'est pas vraiment une cotisation sociale et c'est pas vraiment un impôt. Donc ça ouvre pas de droit, véritablement, mais voilà, enfin bon, vous connaissez la musique, c'est très intéressant. Et d'ailleurs sur le chômage, c'est passionnant, parce que le fait d'avoir transformé la cotisation chômage de 2,4 des salariés en CSG, maintenant on va dire mais c'est dégueulasse, c'est des gens qui sont des cadres qui vont toucher des grosses indemnités chômage. Alors après on va dire bah oui mais attends ils cotisent, oui mais c'est de la CSG. Oui, enfin, à la fin, on ne sait plus qu'est-ce qui finance quoi et où est. Et donc, c'est pour ça que j'ai appelé aussi mon livre le choc de complexité. Pour dire, finalement, vous avez des systèmes assurantiels, normalement, où il y a un certain fléchage de la cotise, et puis petit à petit, vous avez un système qui est de plus en plus dans une logique de financement par l'impôt, mais finalement. Est-ce que c'est notre intérêt? Je ne sais pas, parce que sur le long terme, ça veut dire que ceux qui gagnent beaucoup vont payer beaucoup, mais peut-être qu'on va leur dire qu'ils n'ont pas droit. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est la logique qu'on voit de plus en plus se répandre, et qui est assez inquiétante, parce que à chaque fois, c'est des coups de canif aussi dans la cohésion de la société, parce qu'on peut avoir de l'impôt progressif, on peut payer beaucoup d'impôts quand on gagne beaucoup, mais si c'est pour qu'on vous dise, bah alors, bah non, là, il n'y a pas de droit, là, il n'y a pas de droit, là, il n'y a pas de droit. Au bout d'un moment, c'est un peu agaçant. Hein, parce que... Et c'est ce qui va se passer avec le prélèvement à la source. C'est ce que j'appelle moi le deuxième effet qui se coule du prélèvement à la source. C'est que vous avez un prélèvement à la source, et puis on vous fait des chèques. Alors, je ne sais pas si vous avez eu, vous, des chèques pour les niches fiscales en début d'année. Là, si vous faites des dons aux associations, etc., si vous avez un emploi à domicile... Mais le problème des chèques, on l'a déjà vu avec le bouclier fiscal, c'est que quand il y a des chèques à des personnes qui sont dans des niveaux de rémunération assez importants ou avec des niveaux de patrimoine importants, on va dire, attends, quand même faire des chèques à des personnes comme ça, c'est pas possible. Donc avant, vous aviez finalement un impôt que vous aviez payé après avoir fait jouer toutes les niches fiscales et tous les investissements que vous aviez faits, etc. Maintenant, vous allez payer l'impôt plein pot, sans compter la niche, et on va vous faire des chèques, mais après, à un moment, on va vous le reprocher. C'est assez clair. Donc en fait, le prélèvement à la source est un outil incroyable pour raboter mécaniquement les niches dans les prochaines années. Vous allez voir, ça va être... donc vous allez passer d'un taux effectif qui peut-être était amoindri par l'utilisation tout à fait légale de niche, et puis derrière vous allez avoir finalement un taux effectif qui va augmenter parce qu'on va vous reprocher d'avoir telle ou telle niche. Alors c'est pas pour tout de suite, rassurez-vous. Mais vous vous souvenez les chèques du bouclier fiscal qui avait été fait à Mme Bettencourt, etc., etc. Hein, bon, ça a complètement cassé la dynamique du bouclier fiscal, qui était d'ailleurs une très bonne idée. Dire qu'il ne faut pas payer plus de 50% de l'ensemble de ses revenus en impôts, c'est tout à fait cohérent. Sauf qu'évidemment, quand vous publiez dans le Canard enchaîné des chèques importants, même si la personne a payé énormément d'impôts à côté, ben c'est trop tard. Le verre est dans le fruit. C'était imparable. Nous, on l'avait dit aux équipes de Nicolas Sarkozy en 2007. On leur avait dit, faites un système auto-liquidé, où chaque contribuable va calculer lui-même le montant de l'impôt net qu'il a à payer. Ils n'ont jamais voulu. Parce qu'il y a un syndicat à Bercy des impôts qui est très puissant et qui savait très bien qu'une fois qu'il y aurait ces chèques à éditer, bah, ce serait du velours pour eux. Donc il faut pas croire que ce sont des sujets où les gens sont tranquilles et il n'y a pas comment dire, de lutte idéologique. Sur ces questions, les luttes idéologiques sont ultra violentes. Hein. Faut bien se dire ça. Quand on ouvre le dossier des successions, la taxation des successions, c'est en très très grande partie idéologique. Et je vais vous laisser poser une autre question. C'est très intéressant. Donc, en fait, vous dites, aujourd'hui, il y a un jeu de bonneteau de la part du gouvernement. Il communique sur les baisses, il cache les hausses, d'une part.
Et d'autre part, vous dites que celui qui a le pouvoir en France, c'est l'administration, c'est Bercy. Mais vous êtes un peu fataliste face au pouvoir politique. C'est-à-dire, à quoi sert le pouvoir politique si ce n'est à imprimer une stratégie qui n'est finalement pas suivie ou qui est tellement influencée par les administrations qu'en fait, elle est réduite à néant. Aux États-Unis, le président arrive, il change ses directeurs de service. En France, Emmanuel Macron l'avait cité partiellement engagé, il l'a que partiellement fait. Est-ce que finalement ce ne serait pas une des premières mesures efficaces de dire, pour que le pouvoir politique puisse imprimer sa marque et être efficace, il met au pas son administration qui est en charge d'appliquer la politique, la stratégie politique du président, et non l'inverse, parce que vous parliez du prélèvement à la source avec les hésitations d'Emmanuel Macron. Au final, c'est Bercy qui a gagné. Or, ce n'était pas forcément le choix politique d'Emmanuel Macron qui avait vu ou qui avait senti probablement que ça allait être un pataquès pour les Français. Oui, et d'ailleurs, s'ils ont autant communiqué sur le pouvoir d'achat en 2019, juste après avoir décidé de quand même mettre en place le prélèvement à la source en janvier 2019, vous vous en souvenez, on a eu derrière une énorme campagne de communication sur les 6 milliards de pouvoir d'achat supplémentaires qui seraient donnés aux Français, etc. Et je pense que ça a attisé les ferments des Gilets jaunes. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a eu les taxes d'habitation à payer. Tout ça, c'est hyper télescopé, c'est-à-dire que vous recevez vos taxes d'habitation à payer, les gens se rendent compte qu'ils ont beaucoup moins de baisse que ce qu'ils imaginaient. On leur dit, vous allez avoir 6 milliards de pouvoir d'achat supplémentaires l'année prochaine, mais en réalité, on leur a dit aussi qu'ils n'auraient plus de taxes d'habitation à payer. Tout ça, c'est pas clair du tout, parce que ce que Bercy a décidé, comme ils veulent pas faire la baisse de la dépense, toutes les baisses d'impôts, elles ont été échelonnées sur plusieurs années, donc résultat, vous en sentez qu'une toute petite partie à chaque fois. Ça, politiquement, c'est sûr, c'est pas politique, quoi. Hein, c'est très technocratique comme vision des choses. C'est-à-dire, vous allez avoir une suppression de la taxe d'habitation, mais ce sera en 3 ou 4 ans. Donc à chaque fois, vous avez une petite baisse, mais en même temps, comme il y a les maires qui sont paniqués par, ils savent pas d'où va venir la recette pour financer les dépenses locales, ils augmentent les taux et ils suppriment des abattements. Donc tout ça, mais c'était évident que ça allait se passer comme ça. Il n'y avait aucune concertation avec les maires. Il y avait aucun échange véritablement de ce qu'on pourrait appeler une co-construction entre les élus locaux et le pouvoir central sur qu'est-ce qu'on veut comme mission publique réalisée au niveau des communes, au niveau des départements et des régions, comment on réorganise la fiscalité. Vous avez vu ce qui demande là aujourd'hui l'acte 3 de la décentralisation, la déconcentration, etc., etc. À juste titre, les élus locaux, aujourd'hui, se sentent totalement piégés. Parce que la fiscalité qui est annulée sur décision de l'État et qui était leur fiscalité, maintenant, elle va être compensée par l'État, mais comment ça va être réévalué, comment ce sera revalorisé, etc., etc. Le pouvoir de taux n'existe plus, finalement. Hein. Donc, là, on a un gros problème à la base, c'est que tous nos acteurs publics qui devraient travailler main dans la main pour mieux répartir les missions publiques, pour mieux gérer les finances publiques, pour éviter les doublons, pour éviter les gaspillages, finalement sont tout le temps en train de se tirer dans les pattes. Hein. Tout ça avec la bénédiction aussi, malheureusement, du Parlement qui n'a pas vraiment envie, au bout du bout, de réduire le nombre d'élus, de réduire le nombre de strates, etc. Tout ça avec des ministres qui ne craignent qu'une chose, c'est que si jamais on donnait plus de pouvoir aux régions, ça pourrait créer de nouvelles baronnies locales et ensuite des élus qui seraient plus puissants que des ministres. Hein, parce que quand on leur dit, attendez, il faudrait décentraliser la gestion de l'éducation nationale. Pourquoi c'est géré au niveau central en France? Pourquoi est-ce qu'on embauche les professeurs au niveau de l'État, alors que les professeurs travaillent finalement dans les territoires? Hein, bon, c'est quand même assez clair. Ils ne travaillent pas tous à Paris. Ça se saurait, hein, 1 million d'enseignants travailleraient à Paris et le désert français où il n'y aurait pas un professeur. Non. Mais quand on leur dit ça, ils répondent, on ne veut pas retourner à la féodalité. Qu'est-ce que c'est la féodalité? C'est tout simplement des élus locaux qui ont de vrais pouvoirs. Donc qu'est-ce qu'on a fait depuis des années? On a décentralisé sans décentraliser. On a donné la gestion du nettoyage des lycées aux régions. C'est passionnant comme mission. Hein,
c'est extraordinaire d'avoir décentralisé quelque chose d'aussi important. Résultat, qu'est-ce qu'on a? On a des agents locaux, régionaux, qui sont statutaires, qui sont embauchés à vie pour faire le nettoyage, la cantine, etc. dans les lycées. Mais attendez, il n'y a aucun pays qui fonctionne comme ça. Ça devrait être externalisé depuis longtemps à des entreprises privées qui le feraient, qui feraient le nettoyage, etc. dans plusieurs sites. Nous, on réussit à employer à temps plein, sur 1607 heures, des agents qui vont travailler en fait dans des lycées qui vont être fermés toutes les 6 semaines parce qu'il y a 15 jours de vacances. Et après, on se dit, attends, c'est bizarre, ils sont absents 40 jours par an. Et par agent, en moyenne, en Ile-de-France. Oui, c'est normal, les lycées sont fermés, donc ils ne viennent pas bosser. Mais c'est... Et là, on perd des millions et des millions d'euros tous les ans. Tous les ans. Mais c'est basique. Et il n'y a rien de très intelligent dans ce que je dis. Je dirais. Mais comme les personnels qui sont gérés au niveau de la région qui travaillent dans les lycées, ce sont ces personnels-là, vous vous rendez bien compte qu'ils ne vont pas externaliser ces agents-là, sachant que c'est le gros des troupes régionales. Donc, tout ça, c'est extrêmement politique aussi. Si les professeurs étaient gérés au niveau des régions, ça ferait longtemps qu'on aurait externalisé toutes les fonctions support des lycées. Mais donc, on n'a aucune vision globale. Est-ce que vous croyez que sur un lycée, vous allez avoir un résultat, un compte de résultats, des comptes, quelque chose de téléchargeable et tout? Rien. Il n'y a aucune consolidation des comptes par établissement. Donc, quand moi je demande à la Fondation IFRAP et qu'on passe par la commission d'accès aux documents administratifs, les dépenses de masse salariale par établissement scolaire en France, sur l'ensemble du territoire, que me répond la rue de Grenelle? Qu'ils n'ont pas ces données. Vous vous rendez compte? Donc, on n'a pas les éléments de chiffrage pour dire combien coûte un élève du lycée un tel ou du collège truc, etc., etc. Et nous, on a été les seuls à faire la comparaison, tout payeur confondu, entre l'enseignement privé sous contrat et l'enseignement public. Il y a des milliards d'euros d'économies à faire si on se cale sur ce qui est dépensé pour un élève du privé sous contrat. Vous allez me dire, ah oui, c'est étonnant parce que les parents payent plus dans le privé que dans le public. Bah oui. Mais en réalité, les personnels techniques, justement, qui travaillent dans les lycées, qui sont payés au niveau de la région, ils ne travaillent pas dans les lycées privés sous contrat. Les lycées privés sous contrat, ils ont un petit forfait qui est financé par la région et qui est quasiment jamais réajusté et qui est très faible. Donc vous avez ça, mais vous avez aussi les pensions. Les pensions des agents enseignants des lycées publics et des collèges publics sont beaucoup plus chères que les pensions de ceux qui enseignent dans les lycées, dans les collèges privés sous contrat, et sans parler des écoles. Mais tout le monde le sait en France. Mais est-ce que vous croyez que la Cour des comptes fait des rapports sur le sujet? Mais pas du tout. Mais pourquoi? Parce que si vous faites l'addition, c'est 30 milliards d'économies potentielles. Alors c'est vrai, ça fait moche. Non mais c'est vrai. Alors je ne dis pas que l'enseignement privé sous contrat n'est pas sous-doté. Donc en réalité, ce serait un rééquilibrage à faire aussi de l'autre côté. Donc on dit toujours, il faut aller regarder ce qui se passe ailleurs. Mais sur notre propre sol, on a plein d'exemples de services publics qui coûtent moins cher, qui sont aussi qualitatifs, voire meilleurs, et qui permettraient, si on les dupliquait, d'économiser énormément. C'est comme si demain on disait on va fermer toutes les cliniques privées et tout va passer par l'hôpital public. On a calculé qu'on dépenserait très rapidement 2, 3, 4 milliards d'euros de plus. Parce que l'hôpital public coûte plus cher que la clinique. Alors on va vous dire, mais oui, mais on fait que des actes répétitifs, c'est des actes moins complexes, et puis les personnes qui sont très très gravement malades se retrouvent plutôt à l'hôpital, etc. Ok, mais sur des questions d'appendicite, de cataracte, de prothèses de hanche, etc., et même d'accouchement, beaucoup de Françaises accouchent aussi dans les cliniques privées, la clinique est globalement moins chère que l'hôpital. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites, et vous donnez des exemples incroyables dans le livre, c'est stupéfiant, on se dit, mais il n'y a que vous qui voyez ça, sur les données masquées auxquelles vous n'avez pas accès pour pouvoir poser un bon diagnostic et faire ensuite un bon pronostic.
Vous sortez quand même des chiffres absolument incroyables sur la difficulté d'une part de les avoir. Vous parlez du taux d'absentéisme dans la fonction publique, enfin dans la CPAM exactement. Alors là, vous avez pris l'exemple des congés, enfin des personnels qui ne pouvaient pas travailler à cause des lycées fermés. Dans la CPAM, 36,8 jours d'absence en moyenne pour un agent de la fonction publique. Avec la PALM à la caisse du 92, avec 69 jours d'absence. Je ne sais pas combien de temps il vous a fallu pour avoir ce type de résultat, parce qu'on pourrait en ajouter ça, mais je me dis, si j'étais agent dans le 92, je suis absent 70 jours, auxquels j'ajoute mes congés payés, mes RTT, etc. Quand est-ce que je travaille? Pas très très souvent, mais là, il y a quand même une omerta sur tous ces chiffres, parce que nous, ça fait des années qu'on travaille sur les bilans sociaux des administrations publiques, des collectivités locales, et là, des caisses primaires d'assurance maladie. Bon. Il nous a fallu une énergie folle pour arriver à récupérer dans les premières années les bilans sociaux, alors que ce sont des documents normalement publics. Il n'y a pas d'obligation de publication, mais il y a une obligation de rédaction. Alors, les collectivités, au début, nous répondaient, bah oui, on est obligé de les produire, mais on n'est pas censé vous les donner, ou les publier. Alors, d'abord, il faut se poser la question de pourquoi est-ce qu'on produit autant de rapports qu'on n'a pas le droit de consulter. Ensuite, quand on saisit, selon la loi de 78, qui veut que tout citoyen puisse avoir accès aux données de gestion des administrations, c'est quand même bien normal, c'est la base. Ah bah oui, tout d'un coup, c'est vrai qu'on a droit à pouvoir les consulter. Donc, on les récupère, on a travaillé là-dessus, sur les grandes communes de France, sur les régions, sur les départements. C'est pour ça que je peux vous dire que dans certaines villes, effectivement, on est à 39 jours d'absence par agent et par an à Montpellier. Alors, ils se sont un peu améliorés, ils sont à 38,3 maintenant. Vous voyez, mais quand on regarde les rapports des chambres régionales des comptes, on est exactement dans le même nombre de jours d'absence. À Amiens, ils n'aiment pas que je cite Amiens parce que la maire d'Amiens m'a écrit qu'il fallait plus que je parle d'Amiens. Ils n'ont pas envoyé le nouveau bilan social parce qu'ils m'ont dit qu'ils avaient fait beaucoup d'efforts, que maintenant ça allait beaucoup mieux. Donc j'aurais dit, envoyez-nous le nouveau bilan social qui en atteste. Mais on l'a pas. Parce que j'expliquais que les agents titulaires, titulaires du statut à vie, étaient à 49 jours d'absence par agent et par an. Alors que les contractuels étaient autour de 15 ou 17 jours. Vous voyez l'écart. Après on dit ça n'a pas du tout d'impact. Vous soyez titulaire ou contractuel, ça ne change rien. Enfin, si, ça change énormément. Vous voyez, et partout où on a les écarts, on voit bien que les contractuels sont beaucoup moins absents que les titulaires. Alors peut-être que les titulaires sont plus âgés, plus malades, etc. Mais à ce point-là, il y a quand même un sujet en la matière. Quand on a demandé aux caisses primaires d'assurance maladie de nous envoyer leurs bilans sociaux, certaines ont dit que comme elles n'étaient pas des organismes de droit public, elles n'étaient pas censées se soumettre à la loi de 78. Alors, ils gèrent quand même des remboursements qui sont tellement publics que, voilà, ça s'appelle la Sécu. Je ne crois pas qu'aucun d'entre vous ait le droit de ne pas cotiser, ou de ne pas passer par l'assurance maladie de base pour se faire rembourser ses soins. En tout cas, voilà, légalement, personne n'a le droit. Et donc, eh bien, évidemment, ils sont soumis à la loi de 78. Alors, il n'y a que la moitié des caisses primaires d'assurance maladie qui nous ont répondu. Et on est tombé sur des chiffres comme celui que vous avez cité, sur la caisse des Hauts-de-Seine. On est à 69 jours d'absence par agent et par an. Alors, ce ne sont pas des agents titulaires. Là, ce sont des agents de droit privé. Mais parce qu'il y a beaucoup, en fait, de personnel en invalidité. Il y en a à peu près 10%. Sur 1200, il y en a 119. Mais on n'a toujours pas compris pourquoi exactement. Donc on a fait une note dans notre publication, on a bien expliqué les choses. Et moi je pensais vraiment qu'on allait recevoir des coups de fil, des récriminations, des droits de réponse, etc. Mais rien. Dans tout ce qu'on a publié, absolument rien n'a été contesté. Et quand on a été reçu à la caisse de Nanterre et qu'on a expliqué les chiffres sur lesquels on tombait, ils nous ont dit mais nous on regarde jamais ces chiffres-là. Ben oui, mais c'est quand même ballot parce que vous êtes censé, en tant que caisse primaire d'assurance maladie, aider les entreprises à réduire le nombre de jours d'absence des employés. Ah oui, c'est vrai, mais bon, ça n'a rien à voir. Je dis, oui, ça a quand même quelque chose à voir parce que si pour chez vous, vous n'arrivez pas à réduire l'absentéisme, je ne vois pas comment vous pouvez aider les entreprises à réduire leur propre absentéisme. Mais ce sujet-là est un sujet tabou, mais
En réalité, pendant, le jour de carence qui a été remis en place, là, on était à l'origine de sa première mise en place en 2011. Parce qu'on avait travaillé avec des parlementaires de la majorité de l'époque qui avaient dit, bon, maintenant, on va mettre un jour de carence, parce que comme ça fera baisser quand même l'absentéisme. Madame Lebranchu est arrivée avec François Hollande, a dit que c'était discriminant, je sais pas quoi, bon, bref. Enfin, sauf que les indépendants, ils ont 8 jours de carence. Hein. Vous savez, les médecins, ça va jusqu'à 90 jours de carence. Et dans le privé, on dit que les 3 jours de carence sont toujours pris en charge, mais c'est pas vrai. Il y a la moitié des conventions collectives qu'on a étudiées qui prennent en charge et l'autre moitié qui ne prend pas en charge. Il y a des conventions collectives comme la convention des banques, qui ne sont pas quand même celles qui sont les plus antisociales. Hein. Elles prennent 6 jours de carence par an maximum en charge. Après, quand vous êtes à nouveau absent, c'est vous qui prenez en charge vos 3 jours de carence. Donc, on a l'impression que tous les gens du privé sont payés plein pot pendant chaque fois qu'ils sont absents dans les 3 premiers jours, et c'est pas vrai du tout. Et le paradoxe très intéressant, c'est que le gouvernement dernièrement voulait que les entreprises prennent en charge le 4e, le 5e jour, parce que ça coûtait trop en indemnité journalière. Alors que de côté des employeurs publics qui sont en auto-assurance et qui n'ont jamais évalué combien ça leur coûte. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire en auto-assurance? Ça veut dire qu'ils continuent à payer sans véritablement comptabiliser le nombre de jours d'absence et ce que ça coûte, puisqu'on n'est pas en indemnité journalière. Hein? On est en salaire. Enfin, en indemnité normale, quoi. Donc là, il y a aussi tout le temps 2 poids, 2 mesures. C'est comme sur la question du malus pour les contrats courts. Énormément de vacataires et de contrats courts sont utilisés finalement dans le secteur public. Mais là, le secteur public ne s'auto-taxe pas. Hein, bizarrement. Alors même vous savez chiffrer tout ça parce qu'au final, vous donnez plein d'exemples qui sont intéressants, qui sont surprenants. Vous donnez pas que ça, vous donnez les mêmes exemples sur les données cachées de la dette de la SNCF, par exemple, de l'emprunt de la mairie de Paris, qui sont pas publiés. Est-ce que le travail de l'IFRAP permet de donner des données consolidées au gouvernement en disant finalement l'absentéisme dans la fonction publique, d'ailleurs Emmanuel Macron s'est engagé à réduire des postes, je ne sais pas comment il va y arriver, c'est peut-être un autre sujet. Est-ce que vous savez chiffrer ça et dire voilà l'argent que l'on perd à cause de ça? Alors, j'ai l'impression que je fais ça toute la journée. En réalité, les coûts de production de nos services publics, on paye 60 milliards de plus que les autres pays. Ah, c'est ce que j'allais vous demander. C'est assez simple. Pour le même service? Pour des services qui sont à peu près identiques, parce que l'école, dans tous les pays d'Europe, il y a des écoles, il y a des hôpitaux. Alors vous allez me dire, oui, c'est pas exactement pareil. Rien n'est exactement pareil. Mais globalement, il y a des espérances de vie qui sont assez identiques. Il y a des niveaux de rémunération, en tout cas si vous prenez le nord de l'Europe, les niveaux d'enseignement, il y a même finalement des niveaux de rémunération qui vont être plus supérieurs en Allemagne, en Suède, aux Pays-Bas. Voilà, enfin, donc ils n'ont rien à nous envier, hein, véritablement. Il y a un système d'apprentissage en Allemagne qui est génial, qui permet que les jeunes aillent très très vite se former pour aller travailler en entreprise. Ça permet aujourd'hui... Nous, on n'a pas l'emploi. Oui, Pôle emploi, dont j'explique dans le livre. C'est très intéressant d'ailleurs. C'est passionnant parce que j'ai eu l'outrecuidance de donner des chiffres de l'INSEE à un été où le Parisien m'avait téléphoné. Bon, ils me disent est-ce que les gens retrouvent un emploi grâce à Pôle emploi? Alors je prends l'étude, l'enquête emploi de l'INSEE, c'est extrêmement basique. Hein, et je dis non, il n'y a que 8,8% des gens qui retrouvent un emploi grâce à Pôle emploi. Alors, le Parisien publie. Et je reçois une lettre disant c'est scandaleux de dire des choses comme ça. Alors, ils me disent on veut vous voir. Bon. Moi, je suis plutôt sympa. Je dis oui, d'accord. Je retrouve des personnes de Pôle emploi et ils me disent que quand même, j'ai beaucoup comme une pauvre fille comme moi qui juste dirige une fondation, une petite fondation, peut se permettre de dire des trucs comme ça. Je dis oui, je suis désolée, c'est marqué dans l'étude emploi l'INSEE, à moins que ce soit faux, ça me paraît cohérent. Et ils me disent de toute façon, c'est pas grave, puisque Pôle emploi maintenant, son objectif, c'est plus vraiment le placement.
Alors là, j'étais étonnée, et je dis, ah bon, mais c'est quoi alors l'objectif? Ah, c'est l'accompagnement. Ah, je savais. Et alors, il m'explique, et je le raconte dans le livre, qu'ils vont expliquer comment se présenter, se vêtir correctement, voilà. Alors je dis, en fait, c'est un peu Nadine de Rothschild. Et donc, bon, ils n'ont pas trop aimé, mais c'est vrai que je me suis dit, c'est quand même ballot de payer plus de 3 milliards d'euros sur nos cotisations pour financer Pôle emploi, si c'est juste pour apprendre un peu de maintien, se tenir droit, s'asseoir correctement, serrer la main comme il faut, dire bonjour, au revoir. Voilà. Après, toutes les études aujourd'hui montrent que Le Bon Coin est en train de monter pour trouver un emploi. On pourrait très bien dire maintenant on en a marre de financer ces 3 milliards sur nos cotisations. Surtout que tout est pris sur les cotisations des gens du privé. Les gens du public, ils s'en foutent, ils ne financent pas. Les employeurs publics ne financent pas. Avant, on avait 1% de cotisation de solidarité. Bon, ça a été transformé dans l'augmentation de CSG. Bon, alors c'est vrai que c'est plus tout à fait vrai que les agents ne financent pas, ils financent un peu plus. Mais là encore, il y a une question de fléchage. Quelle est la part de CSG qui va financer l'assurance chômage? Enfin bon, c'est encore un autre sujet. L'administration publique, elle se sert bien quand même. Vous racontez dans votre livre les hauts fonctionnaires du Quai d'Orsay, entre autres, et de Bercy, qui se versent des primes qui ne sont pas tout à fait au journal officiel, qui ne sont pas imposées. Donc en fait, les mêmes qui votent des lois ou des impôts supplémentaires sont les premiers à se servir, pas se servir dans la caisse, mais en tout cas à ne pas s'imposer sur leurs primes. En fait, le système se nourrit tout seul, entre lui, et c'est les mêmes qui dirigent. Donc vous faites quand même un constat qui est implacable. J'imagine qu'au début, moi je me suis dit, en lisant votre livre, pour tout vous dire, je me suis dit, oh là là, je vais avaler des lignes, ça va être indigeste. En fait, c'est sympa. En fait, c'est très agréable à lire parce que vous donnez des exemples qui sont drôles, qui prêtent à rire en tout cas, qui prêtent à sourire, mais on se dit, on s'en sortira absolument jamais. C'est quoi la solution de l'IFRAP? D'abord la transparence, parce que... Et qui n'existe pas. Oui, mais il y a un truc basique. À Bercy, ils ont un document qui s'appelle la REM 150, c'est tous ceux qui gagnent plus de 150 000 euros par an. Il y en a à peu près 600 au niveau de l'État. Et si on était au Royaume-Uni, les noms des personnes en question et les montants seraient publiés. Et moi, je ne suis pas du tout contre le fait que certaines personnes gagnent 150 000 euros par an pour le travail qu'ils font pour la collectivité, pour l'intérêt général. Mais en revanche, qu'on connaisse les noms et qu'on sache ce qu'ils font exactement, c'est intéressant. Parce que au Royaume-Uni, il y en a 172 qui gagnent plus que le Premier ministre. Ils donnent tous les noms, tous les montants. C'est ouvert. Et c'est vrai que avoir quelqu'un qui dirige l'autorité des marchés financiers, oui, c'est normal, et c'est normal qu'il soit correctement payé. Enfin, je veux dire, il y a une expérience, il y a une expertise, personne ne peut remettre ça en question. Après, il y a énormément de postes sur lesquels on se demande s'il y a une véritable plus-value et expertise, et dont on ne connaît pas d'ailleurs. Il y a beaucoup de préfets qui sont sans poste aujourd'hui, qui sont quand même rémunérés. Bon, bref. Les ambassadeurs dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est une question de transparence vis-à-vis des citoyens. C'est tout. Et après, c'est logique d'être correctement payé quand on travaille pour son pays à des niveaux importants. Mais c'est pas logique d'avoir autant de postes dont on ne connaît pas véritablement l'importance et dont on ne connaît pas les rémunérations. Pour les opérateurs de l'État, c'est pas normal qu'on ne connaisse pas les rémunérations, qu'on n'ait pas les comptes publiés en ligne, etc., etc. Donc, le secteur public en France a toujours été habitué finalement à gérer la France, mais dans l'ombre. Sans notion de bien commun. Sans trop dire les choses, sans assumer. Sur l'Assemblée nationale, j'en parle dans le livre et je mets tout ça en annexe, on est dans des niveaux de rémunération des agents qui sont bien supérieurs à ceux des parlementaires. Beaucoup plus. Hein, ça peut aller jusqu'à 15, 17 000, 20 000 euros par mois sur des postes
dont personne n'a connaissance, des administrateurs qui travaillent pour les parlementaires. Alors que le parlementaire lui-même, il va être à 6 000. Et on va dire, ah bah dis donc, il est à 6 000. Enfin, personne ne parle des administrateurs qui travaillent pour les parlementaires qui sont à 3 fois plus. C'est très bizarre. On fustige les parlementaires, on dit qu'ils sont trop payés, et à côté, on dit rien sur ceux de l'administration parlementaire qui sont beaucoup, beaucoup plus payés. Il y a des cuisiniers, des jardiniers du Sénat et de l'Assemblée nationale qui sont plus payés que les parlementaires eux-mêmes. Donc là, c'est incroyable. Et personne, on a l'impression alors, les grilles de rémunération sont publiées nulle part, et elles sont complètement exorbitantes par rapport au reste des agents de l'État, parce que ce sont vraiment des agents particuliers. Et là, on a vraiment... on ne comprend pas pourquoi tout ça est complètement caché. Et du côté des parlementaires, il y a un manque de courage aussi, parce que le président de la République, pendant qu'il a fait sa campagne, il a dit « toutes les indemnités parlementaires seront fiscalisées ». Toutes. Y compris les indemnités représentatives de frais de mandat. Hein, les fameux à peu près un peu autour de 7 000 € par mois de frais de représentation. Donc vous donnez des exemples assez drôles, parce que vous dites que le contour est tellement flou qu'on peut se faire rembourser finalement tout et n'importe quoi. Le parlementaire a juste à déclarer et rien ne lui interdit. Et vous parlez de soins médicaux esthétiques. Oui. Donc en fait, pas forcément souhaitable, mais ça dépend pour qui. Je n'entrerai pas dans ce débat-là. Mais c'est vrai que quand on écoute le président de la République pendant la campagne, on comprend que tout va être fiscalisé. Et c'est logique. Parce qu'en réalité, les parlementaires ont tellement peur qu'on dise qu'ils gagnent trop, etc., qu'ils s'étaient voté une indemnité complémentaire qui était en fait une indemnité qui n'était pas une indemnité de frais, qui était un complément de revenu, où il n'y avait aucun contrôle, mais qui n'était pas fiscalisé. Et ça, c'est pas sain. Parce que quand vous votez l'impôt tous les ans pour les Français et que vous n'êtes pas soumis au même niveau d'impôt, moi j'ai eu souvent ces débats avec les parlementaires, ils disaient mais finalement il n'y a pas tant d'impôts que ça en France. Bah oui, forcément, ça ne les gênait pas trop. Hein. Donc, notre proposition à nous, elle était claire, c'est de dire bah oui, il faut assumer d'être payé 10 ou 11 000 € par mois, mais payer l'impôt qui va avec. Hein, ça c'est correct. Est-ce qu'il existe d'autres pays mais là, ils auraient vu qu'il y avait à peu près la moitié qui partait. Oui, quoi. Est-ce qu'il existe d'autres pays où cette situation existe Dans les autres pays, ils sont un peu plus clairs sur les indemnités sur lesquelles on doit payer l'impôt. C'est-à-dire que les élus sont beaucoup mieux payés, mais ils sont beaucoup moins nombreux. Et alors, ça ne coûte pas forcément plus cher au pays, mais ça valorise plus les élus. C'est normal d'avoir des élus au niveau d'une région. Quand vous êtes président de région, aujourd'hui, un président de région, il est payé autour de 5 000 € par mois. C'est un peu ridicule, hein, je suis désolée, mais si vous voulez attirer des talents pour diriger des régions à plusieurs millions d'habitants, ça ne me paraît pas cohérent. Hein. Et encore, je parle en brut. Hein. En net, exactement. Bon. Là, il y a un problème. Parce que vous incitez les élus à avoir plusieurs postes dans des satellites autour de la région, autour de la ville, etc., conserver plusieurs mandats, et résultat, on empile les strates. Pourquoi on a empilé autant les strates entre les communes, les intercos, les sociétés d'économie mixte, les sociétés publiques locales, les machins, les trucs, etc. Parce que ça crée autant de niveaux de revenus potentiels. Alors maintenant, il y a eu un ménage qui a été un peu fait sur le cumul des mandats, mais ça n'a pas empêché de continuer le niveau de strate qui est très 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 élevé par rapport aux autres pays. Donc on a plus de 600 000 élus en France. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Il faudrait qu'on en ait 6 fois moins. Mais quand je dis ça, je sais bien que c'est très difficile. Mais fusionner les communes et les intercommunalités, supprimer au moins le niveau départemental, ou alors si on n'en est pas capable, fusionner plusieurs départements ensemble et supprimer les régions. Enfin, à un moment, il faut prendre des décisions. Comment est-ce qu'en Île-de-France, on peut avoir Paris, l'Île-de-France, le Grand Paris? Vous savez qu'en Île-de-France, on a 30 000 élus. Hein, 30 000 élus, c'est l'équivalent du nombre d'élus du Royaume-Uni. Alors, vous allez me dire, en ce moment, ils ne sont pas très brillants. Mais quand même,
comment voulez-vous qu'on ait un pays qui dépense moins avec autant d'élus? Parce qu'on dit souvent qu'on a beaucoup d'agents, mais on a beaucoup d'agents parce qu'on a aussi beaucoup d'élus. Faut pas... C'est autant de niveaux où il faut avoir des postes de dépenses, de communication, de ceci, de cela. En ce moment, je suis en train de faire une recherche sur les parcs automobiles des collectivités. Mais j'arrive pas du tout à avoir de statistiques, hein, je vous rassure, pour l'instant, c'est pas du tout prêt. Mais c'est très difficile d'avoir des informations véritables en termes de granularité, en termes de finesse, sur où passe véritablement l'argent des dépenses de fonctionnement, etc. Même sur l'investissement, pour savoir dans les 40 milliards de dépenses d'investissement au niveau des communes et interco, qu'est-ce que ça finance? Est-ce que ça finance des stades, des salles communales, etc. etc. Mais on n'a pas de statistiques. Il faut se battre pour toutes les statistiques. Et là, on est en train de faire tout un travail avec mon équipe pour les municipales, évaluer les gestionnaires des collectivités, notamment au niveau des mairies, évidemment, en tout cas les 500 premières communes de France. C'est très compliqué. Parce qu'avec le niveau intercommunal qu'il faut réintégrer dans les dépenses communales, parce que sinon vous ne pouvez pas comparer les communes entre elles et tout, je peux vous dire qu'il faut... un simple citoyen qui s'intéresse à ces questions est tout de suite perdu. Donc là, ça c'est un problème aussi démocratique. C'est-à-dire que si le citoyen ne peut pas comprendre comment est dépensé l'argent au niveau local dans la collectivité dans laquelle il vit, vous imaginez la difficulté pour les parlementaires qui normalement ont le pouvoir de contrôle sur les dépenses publiques pour évaluer les 1390 milliards de dépenses publiques annuelles. Hein, sachant que rien n'est fait pour qu'ils aient les moyens pour évaluer la dépense. Donc, plus on complexifie, plus on crée de strates, plus on crée de niveaux de cofinancement, avec des budgets qui sont abondés au niveau par l'Europe, par la région, par la commune, par l'État, etc., plus on brouille la capacité d'évaluation, de l'efficience, de la qualité, de la performance des services publics. Et donc, le gros travail des prochaines années, ça va être de redonner de la simplicité, de la transparence dans tout ça. La question, c'est est-ce qu'il y a une véritable volonté politique ou pas? Et est-ce que les syndicats, parce que leur objectif, c'est toujours de bloquer, parce que une partie de leur financement vient aussi de l'opacité et du paritarisme, de financement qui viennent de tous les organismes paritaires, de la Sécu, etc. etc. Vous réservez d'ailleurs un chapitre entier sur les corps intermédiaires. Finalement, pour baisser la dépense publique, ce que vous dites, c'est moins de fonctionnaires, comme l'a promis Emmanuel Macron, ça paraît assez mal engagé, moins d'élus, plus de transparence, une simplicité ou une optimisation du territoire et de la gestion du territoire. Juste avant, vous aviez dit, c'est au début du quinquennat qu'il faut mener les actions fortes pour pouvoir impulser la dynamique. Ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, 2 ans après, finalement, il n'est pas trop tard pour le quinquennat d'Emmanuel Macron d'engager ces réformes-là, dont on ne voit pas le début des actes? Est-ce que vous pensez que c'est trop tard et que le quinquennat est plié? Ou est-ce qu'il peut encore être efficace dans son action politique? C'est une question compliquée parce que on peut répondre à la fois que c'est plié et à la fois qu'il y a encore une possibilité. Franchement, j'en sais rien. Nous, on va tout faire pour que ça aille dans le bon sens. C'est pour ça qu'on a publié une étude là, pour montrer qu'il y a déjà une progressivité énorme de l'impôt, que les 10% qui gagnent le plus payent déjà plus de 50% de la note fiscale entre l'impôt sur le revenu, la CSG, taxe foncière, taxe d'habitation, impôt sur la fortune et droit de succession. Hein, sur 250 milliards, les 10% ils payent déjà 130 milliards. Hein. Donc arrêtons de dire qu'il y aurait des riches qui ne paieraient pas d'impôts en France, c'est complètement faux. Hein. Sans eux, il n'y a pas de fonctionnement des services publics, hein, parce qu'on supprime la moitié de la recette qui pèse sur les ménages, mais c'est quand même important de le dire. Hein. 10% qui payent 50%, je ne crois pas qu'il y ait un autre pays où il y ait autant de concentration de l'impôt. Hein. Et si vous prenez les 30%, là vous avez 70%, 78% de la recette. Hein. Donc on est... et l'augmentation d'impôts des dernières années pèse en priorité sur eux. Hein.
38% de la hausse pèse sur ces 10% qui soi-disant, ne paieraient pas déjà assez d'impôts, etc., etc. Donc, dire que c'est plié, non, parce que si on sort les bons chiffres, si on dit les bonnes... si on donne les bonnes données, si on recrée du débat public en disant mais attention, le problème c'est pas la progressivité de l'impôt, le problème c'est pas les droits sur les successions, on est déjà le pays le plus imposé sur les successions, il n'y a pas de pays plus imposé que nous sur les successions, les Suédois sont à 0, donc nous on est tout le temps en train de remettre les choses en perspective. Les études que nous sortons, j'ai pas forcément besoin d'aller en parler dans les médias, elles sont reprises systématiquement. Cette semaine on est dans Le Point, on est dans Valeurs Actuelles. Pourquoi? Parce que ce qu'on a sorti, il n'y a personne d'autre qui l'a sorti. Hein, le travail de regarder par décile de revenus le montant d'impôt direct payé, ça n'avait jamais été fait. Et le mois prochain, on va sortir toute une étude sur le plan d'économie potentielle. Et encore, là, je peux vous dire qu'on peut chiffrer, évidemment, on peut chiffrer. Sur le report de l'âge, les économies potentielles, si on reporte à 65 ans, c'est 20 milliards d'euros d'économies sur les retraites. Si on augmente le temps de travail dans les administrations et qu'on ne remplace pas les départs à la retraite en partie, qu'on supprime 400 000 postes, c'est de l'ordre de 15 milliards d'euros d'économies qu'on peut faire dans les prochaines années. Il y a des économies partout à faire. Mais la question, c'est est-ce qu'on le décide? Et là, c'est un choix qui est un choix politique. Ce que le gouvernement a compris, je pense, c'est qu'en suivant que la technocratie sur les propositions de réforme, c'était pas la bonne logique. Après, est-ce qu'ils vont suivre le chemin de dire la priorité c'est la baisse de la dépense? J'en sais rien, tout est encore possible. Et il faut jamais se dire que c'est perdu, parce que c'est vrai que c'est pas facile de gouverner un pays. Peut-être encore plus difficile. La France, avec peut-être encore plus difficile. Ce que disait Emmanuel Macron, finalement, la France n'est pas réformable. Mais ce que je note aujourd'hui de la part du gouvernement, c'est qu'ils essaient d'aller chercher en dehors de la structure administrative des idées différentes. Est-ce qu'ils vont réussir à les faire passer? J'en sais rien. Est-ce qu'ils feront passer par référendum? C'est possible. Moi, je suis assez pour le référendum d'initiative, pas populaire, mais gouvernementale, en posant des questions aux gens. Et qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez plus de dépenses ou moins de dépenses et moins d'impôts? Déjà, c'est un truc basique. Est-ce que vous voulez conserver le statut à vie dans la fonction publique? Oui ou non? Est-ce que vous voulez qu'on gèle les pensions jusqu'à la fin du quinquennat ou jusqu'en 2027? Ou est-ce que vous voulez qu'on repousse l'âge de départ à la retraite? Etc., etc., etc. Mais en posant des vrais choix. Et en recréant du vrai débat sur des sujets de fond. Pas simplement sur l'écume, comme on a vu parfois ces derniers temps, avec des idées reçues qui sont totalement fausses et complètement à côté de la réalité. En tout cas, nous, à la Fondation IFRAP, on va tout le temps alimenter le moteur du débat public avec des données qu'on ne trouve pas ailleurs. Et je peux vous dire que c'est un travail de chaque instant, parce que c'est vrai que la facilité, c'est dire, bah tiens, on va refiler la patate chaude de la fiscalité à quelqu'un d'autre. C'est ça le plus simple. On ne veut pas payer, bah tiens, celui-là, il n'a qu'à payer, il a l'air de pouvoir payer, et donc c'est infini. Hein. Le souci, c'est d'arriver à véritablement baisser quand les autres pays sont à 40% de taux de prélèvement obligatoire, nous on est à 45%. Quand les autres pays sont à autour de 47,5% de dépenses publiques, nous on est à 56%. Hein. Et ce n'est pas des pays qui sont à l'autre bout du monde, c'est la zone euro. Ce sont nos partenaires principaux. Donc, moi je crois qu'à un moment, ils vont se réveiller, ce sera peut-être déjà trop tard. Hein. François Hollande sur la compétitivité du pays s'est réveillé trop tard parce qu'il a fait son CICE et son pacte de responsabilité un an trop tard. Hein. L'inversion de la courbe du chômage, finalement, il n'a pas pu véritablement en bénéficier. Le retour de la croissance, il n'a pas pu en bénéficier parce qu'elle est arrivée en 2017. Hein. La croissance, elle était à 2,3 en 2017 grâce aux mesures du CICE et du pacte de responsabilité. Mais c'est vrai que c'est difficile de se dire que ça a été un quinquennat qui a été sur certains aspects positifs, parce que le début du quinquennat a été tellement négatif qu'en fait, c'est je vous mets la tête sous l'eau, je vous laisse un peu respirer, ah c'est vrai, ça va mieux. Hein. Donc, mais c'est ça la difficulté. Le problème, c'est que souvent, en début de quinquennat,
les diagnostics ne sont pas les bons. François Hollande pensait qu'il y avait encore sous le pied pour augmenter les impôts, alors que Nicolas Sarkozy avait déjà augmenté au maximum sur le travail et sur le capital. Ouais, donc erreur de diagnostic. Et Emmanuel Macron pensait qu'il y en avait sous le pied pour augmenter la fiscalité carbone, environnementale et tout, alors qu'en réalité, les Français étaient déjà au maximum de saturation de ce qu'on appelle l'effet Laffer. Hein. Donc, erreur de diagnostic. D'accord. Alors, on arrive à la fin. J'ai une question encore à vous poser. Dans toutes ces victimes du matraquage fiscal, les familles sont quand même beaucoup touchées. Hausse d'impôts, taxes d'habitation, la baisse du quotient familial, la modulation des allocations. Si aujourd'hui vous étiez en responsabilité, quelles seraient les mesures? Et je précise que j'ai lu un article, un papier dans le Figaro en janvier qui parlait de l'impact sur la natalité. C'est assez intéressant de voir, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut arriver à coupler les deux, mais la pression fiscale sur les familles fait, ils indiquent une baisse de la natalité en 8 ans de 9%, de moins 9%. Quelles seraient les mesures immédiates que vous mettriez en place pour soulager le quotidien des familles françaises? Une mesure qui est très très basique, hein, c'est celle de remonter le quotient familial. Nous, on l'a proposé pendant la campagne présidentielle de 2017, c'était de remonter à 3 000 euros. Voilà. Ça donne tout de suite du souffle. Mais ça coûte assez cher. Au niveau, donc, il faut le financer. Il faut le financer, mais c'est tout à fait, à mon avis, efficace. Après, il y a la question des allocations, hein, les fameuses allocations familiales. Aujourd'hui, ceux qui touchent 32 euros par mois, je pense qu'ils trouvent ça totalement ridicule, quoi. Il y a un moment où, si on ne veut pas l'universalité, il faut arrêter ce genre de versement à un moment où on est beaucoup plus pour une allocation sociale unique, versée en fonction des revenus, qui est plafonnée et imposable. Parce que le souci, c'est que on est dans un pays où on additionne des aides, où parfois, finalement, on a une désincitation au retour à l'emploi. Donc là, il y a un vrai sujet. Donc moi, je préfère qu'on agisse sur le quotient familial, qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus important en termes de, je pense, derrière de décision. Après, chacun voit ça de manière personnelle, mais beaucoup plus fort en termes de décision que les allocations familiales. Et les allocations familiales, comme l'ensemble des allocations, on a un problème de coût de distribution qui est gigantesque en France. Parce qu'on a empilé entre le RSA, les allocations familiales, les allocations rentrée scolaire, les primes de Noël, l'allocation adulte handicapé, etc., etc. C'est 130 milliards d'euros, la plupart distribués par les CAF. Et là, on n'a aucune donnée. On ne peut absolument pas consulter le montant versé en addition par rapport à la composition du foyer. Et beaucoup de cas d'entrepreneurs qui cherchent à embaucher me disent moi, finalement, j'arrive pas à embaucher dans un bassin d'emploi où on me dit qu'il y a des gens qui cherchent, parce que finalement, entre ce que vous gagnez en cumulant des aides et ce que vous allez gagner ensuite, l'écart n'est pas assez important. Alors, le gouvernement essaie de pallier ça avec la prime d'activité, etc., mais ça ne prend pas en considération que souvent, vous avez des cumuls d'aides et qu'à côté, vous travaillez un peu, mais de manière non déclarée. Donc tout ça, c'est à un moment aussi une question d'imposer de la même manière 1 euro de la solidarité et 1 euro du travail. Alors vous allez me dire, c'est bizarre de verser des aides pour payer de l'impôt dessus. Je pense que c'est très important. Parce que le jour où ça rentre dans votre net imposable, vous êtes plus contrôlé par la CAF, mais par Bercy. Je peux vous dire qu'ils sont beaucoup plus sévères du côté de Bercy que du côté de la CAF. Et puis en plus, quand on fait des comparaisons ensuite entre ce que payent les impôts payés par les différents ménages, l'impôt, il est toujours calculé par rapport au revenu du travail, en pourcentage, par tous les économistes. Si vous intégrez dedans les aides sociales, vous verrez que la part d'impôt payée en moyenne en pourcentage par les ménages les plus faibles va se dégonfler énormément. Moi, j'ai tout le temps ce débat-là. Ils disent, ah oui, les ménages les plus pauvres payent 50% d'impôts. Je dis, oui, mais par rapport à quoi? Par rapport à quel revenu? Parce qu'on n'intègre pas les revenus de l'aide sociale dedans.
Alors si vous n'intégrez pas les revenus des aides, si vous avez qu'une centaine d'euros de revenus du travail par mois et que vous payez 50 euros d'impôts, et qu'à côté vous avez des aides que vous ne comptez pas, bah oui, on vous dit que vous payez 50% d'impôts. Donc là, il y a un vrai problème qui impacte tout le raisonnement de l'ensemble de ceux qui réfléchissent sur ces sujets. Et quand on entend Thomas Piketty ou Thomas Guénolé, enfin tout cela, ils vous disent tout le temps que proportionnellement, les plus pauvres paient beaucoup plus d'impôts que les plus aisés. Alors qu'en réalité, ça ne prend pas du tout en considération les revenus de la solidarité. Donc, bien sûr qu'il faut avoir une politique familiale incitatrice. Aujourd'hui, tous ceux qui veulent penser à la fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG, qui est aussi un troisième effet potentiel du prélèvement à la source, sont en fait pour l'individualisation de l'impôt, la déconjugalisation et finalement la suppression du quotient familial. C'est ça. Et on vient de publier un papier aujourd'hui même sur le sujet, vous pourrez regarder sur notre site. Et ça a un impact très important sur les familles. Et quand on parle des successions, là, en ce moment, certains députés de la majorité veulent faire en sorte qu'on puisse, disons, léguer ses biens à des gens qui ne sont pas de la famille, ou alors des familles recomposées, etc., etc. Donc ils ont une vision très très large de la famille, qui n'est pas du tout la vision traditionnelle de la famille. Donc là aussi, attention, on a une fiscalité au départ qui est prévue pour fonctionner autour de la famille, dans le cadre de la famille. Et plus ça va, plus on revoit ça et on fait des coups de canif dans cette vision-là. Alors, ça n'a pas que des désavantages parce que ça incite aussi d'une certaine manière à avoir dans le couple deux qui travaillent, et ça c'est pas mal aussi pour derrière avoir des vrais droits à pension, etc. Parce que dépendre de la réversion, c'est pas forcément génial, hein, parce que quand on n'a que 50% de réversion, ça reste faible. Hein, là aussi, je suis pas sûre que tous les Français aient en tête que s'ils n'ont pas travaillé quand leur époux ou leur épouse décède, ils ont que la moitié. Et encore, sur une partie, si vous gagnez déjà plus que 1 500 euros, vous n'aurez pas la réversion. Enfin, c'est très limité. Hein. Donc là, il y a aussi des questions très importantes pour que tout un chacun connaisse bien le système. Et le système est tellement compliqué pour que pour le connaître, il faut quasiment une vie. Quoi. Enfin, donc, je pense qu'il faut bien expliquer tous ces fonctionnements-là, parce que tous les choix qu'on pose au quotidien sont énormément impactés et par la fiscalité, et par les questions de droit ensuite à pension à terme. Toutes ces questions-là, elles sont vitales pour beaucoup d'entre nous. Hein. Donc, moi, souvent, je dis la fiscalité, c'est la vie. Mais je le pense vraiment, parce que c'est aujourd'hui, là, on publie un autre papier où on explique que pour quelqu'un qui a 40 000 euros de revenus bruts, 41% de l'ensemble de ses cotisations ne donnera pas droit à pension. Enfin, c'est quand même intéressant. Donc, tous les jours, on découvre de nouveaux aspects du système qui nous avaient encore jusque-là un peu échappé. Donc, je crois que ce travail est très important à faire, parce que nos services publics, notre sécurité sociale, nos collectivités locales, l'État, tout ça, ça nous appartient à nous tous collectivement. On ne peut pas juste laisser gérer des personnes qui considèrent que c'est que eux sont les meilleurs pour gérer à notre place, sans qu'on se pose de questions, etc. Il faut toujours garder un esprit critique. Hein. Et pouvoir aussi essayer d'imposer dans le débat des visions différentes. Parce que sinon, on est tous contraints de penser quasiment de façon mélanchonienne, hein, et sans se poser de questions. Hein. Donc là, il y a aussi une question de libre choix, de libre arbitre, de libre information qui selon moi, est absolument fondamentale. Mais je vais devoir m'arrêter malheureusement. Voilà, merci beaucoup. On pourra en parler des heures. Le reste, vous avez
donner un premier aperçu. Le reste, on vous conseille d'acheter évidemment le livre d'Agnès Ferdier-Molinier. Je vais signer quelques livres à la sortie et puis malheureusement je vais devoir vous quitter. Si jamais il y avait eu vraiment une personne ou deux personnes qui voulaient poser une question très brièvement, mais je ne veux pas qu'il y ait de frustration. Oui, monsieur. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Je voulais vous poser une question parce que vous parlez beaucoup de réformes. Est-ce qu'on constate depuis 25 ans que droite comme gauche, en fait, essaye de s'acheter une clientèle politique? Vous avez cité M. Sarkozy. M. Sarkozy promettait une suppression de la taxe professionnelle qui rapportait 25 milliards. Il l'a remplacé par une CET qui rapporte 25 milliards. M. Fillon voulait baisser les impôts directs de 14 milliards, mais il voulait 2 points de plus de TVA, ce qui fait à peu près 14 milliards. Il voulait mettre en place la flat tax. La flat tax, elle a été mise en place par M. Macron. Aujourd'hui, le revenu du capital sont taxés à 12,8%. Les revenus du travail peuvent être taxés jusqu'à 45%. Est-ce que vous ne pensez pas, en fait, qu'on est un peu sur un jeu de dupes, qu'on tourne en rond, et que votre combat est un peu vain? Et pouvez-vous bien préciser, si je n'ai pas bien compris, le rapport Bercy-pouvoir politique? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est Bercy qui dirige le pouvoir politique, ou c'est pas quand même le pouvoir politique qui a le dessus sur Bercy? Donc, il y a beaucoup de questions dans votre question. Il y a un jeu de bonne taux fiscal. On n'en sortira pas tant qu'on ne baissera pas la dépense, c'est clair. Voilà. Donc le premier sujet, c'est baisser la dépense. Ça ne sert plus à rien de parler de fiscalité tant qu'on n'a pas fait ça. Voilà. Donc chaque euro de baisse de la fiscalité devrait être gagé en amont par 1 euro de baisse de la dépense. Sinon, il n'y a pas de sujet. Évidemment, vous allez faire... c'est la théorie du matelas d'eau. Vous appuyez d'un côté, ça monte de l'autre. Vous n'avez pas le choix. Vous avez déjà 50 milliards de déficit structurel de la France, quel que soit le niveau de croissance ou le niveau de... Voilà. Quoi qu'il arrive, on a ce niveau de déficit. Pour Bercy, évidemment, ils connaissent mieux que tout le monde les sujets. Voilà. Vous savez, quand vous voulez être à la tête d'un gouvernement qui fait le job, il faut déjà avoir préparé très très en amont les sujets et avoir quasiment les textes rédigés. Hein? Nous, on s'était un peu essayé au sujet en rédigeant les ordonnances, les projets de loi, etc. Parce qu'il faut être hyper opérationnel. J'avais rédigé un livre qui s'appelle « Ce que doit faire le prochain président » où j'avais essayé de donner un calendrier. C'est hyper dur, mais donner un calendrier en expliquant qu'est-ce qu'il fallait faire passer par ordonnance, qu'est-ce qu'il fallait faire passer par référendum, etc., pour éviter justement les blocages des syndicats, les blocages de Bercy, les blocages des élus. Voilà, il faut une méthode. Et Emmanuel Macron est arrivé certainement avec beaucoup d'énergie au pouvoir, mais en réalité, ce que j'explique dans le livre, c'est qu'au bout d'1 an, ils avaient plus de feuille de route. Voilà. Parce que c'est quand même, comment dire, ce qui s'est passé, ils n'attendaient pas forcément à arriver véritablement au pouvoir. Hein. Donc le programme, c'était, et en même temps, d'une partie d'idées de droite, d'une partie d'idées de gauche, et qui finalement, économétriquement, on l'avait évalué, ça donne pas grand-chose, ça fait pas vraiment baisser le chômage, ça fait pas vraiment baisser la dette, ça fait pas vraiment baisser le déficit, ça fait pas vraiment baisser le déficit extérieur de la France, ça aggrave pas tant que ça les choses, mais ça fait pas vraiment quelque chose d'incroyable en termes d'amélioration de l'économie française. Donc, voilà, après, on peut décider aussi de reprendre le pouvoir sur l'administration, c'est pas impossible. Donc, ce sont des choix. Voilà. Là, il commence à dire que dans la loi sur la transformation de la fonction publique, on pourra avoir des contractuels, des personnes qui viennent du secteur privé, nommées à la tête d'administration, etc., etc. Peut-être qu'à un moment, ils vont le faire. Bon. Mais est-ce que notre travail sert à quelque chose? Moi, je pense que oui. Mais vous savez, c'est très difficile de quantifier toutes les mauvaises idées qu'on a empêchées d'avancer, toutes les mauvaises propositions qu'on a réussi à contrer par des études. Donc on n'est pas juste là pour produire des idées que certains reprennent gentiment. On est là aussi pour cette bataille des idées qui est permanente. Et donner les contre-chiffrages, les contre-argumentations, faire les comparaisons internationales. Qui, à part la Fondation IFRAP, explique qu'il n'y a aucun autre pays qui taxe plus que nous les successions? Personne n'en parle. Personne n'en parle. Et nous, on l'a mis, on l'a chiffré, on l'a expliqué, on l'a distribué à tous les députés, on l'a amené partout. Voilà. Donc, voilà,
voilà, il y a de l'offensif, il y a du défensif, il y a du propositionnel. Qui plus que nous dans la campagne présidentielle a influencé les programmes? Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres groupes de réflexion qui a influencé autant les programmes dans la campagne présidentielle de 2017. Et on les avait déjà influencés dans les précédentes campagnes. Donc, voilà, nous, on donne des idées, des boîtes à outils, des propositions, on fait des chiffrages, mais tout le monde s'en saisit en permanence. Hein. Et après, on n'est pas propriétaire de ces idées. Voilà, c'est la définition des idées, c'est qu'elles ont leur propre vie ensuite de toutes nos propositions. Et je pense qu'on a déjà évité beaucoup de bêtises. Après, ce serait encore mieux qu'on arrive à ce qu'on baisse véritablement la dépense. En tout cas, moi, je ferai tout dans les prochaines années pour qu'un jour, ça se passe véritablement, que je vois 50% max de dépenses publiques. Je pense que ça arrivera. Il ne faut pas se désespérer. Merci beaucoup.